Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui arrivent encore, évidemment il est 9h sous la pluie, un petit peu de difficulté à arriver parfois à la maison de la radio. Merci comme toujours d'être ici, d'être présent à cette 5e édition de Média en scène. La journée, vous l'avez vu, vous connaissez un peu le programme, va être dense. Nous allons parler justement ce matin de fatigue, de la fatigue informationnelle, ce concept dont on entend parler depuis maintenant quelques temps, qui indique que peut-être, espérons que non, mais que peut-être nous avons une sorte de ras-le-bol, de trop plein d'informations. Trop d'informations est tuer l'information. On va justement d'abord avoir le plaisir d'écouter Nick Newman, que vous connaissez bien ici à Média en scène, qui nous fait tous les ans l'honneur et l'amitié de venir à Média en scène. Nick Newman est au Reuters Institute d'Oxford et l'auteur du rapport annuel, et justement ce rapport annuel cette année consacré à la fatigue informationnelle. Juste après Nick, dans un petit quart d'heure, j'aurai le plaisir de retrouver 3 invités ici, Galerie Seine, pour justement nous attarder sur les causes de cette fatigue. Je parlerai de ça avec Nick Usher, Arnaud Esqueré et Antoine Baillet, que vous connaissez vous aussi bien, qui vient tous les ans ici. D'abord, place à Nick Newman pour cette première introduction de la matinée, la grande fatigue. Thank you very much, Nick. Thank you very much. Good morning, everyone. So for those of you who are not aware of the Reuters Institute for the Study of Journalism, we're part of Oxford University. And we have a fellowship program. Nous avons un programme de recherche. What I'm involved in is the research et side, personnellement, je travaille principalement sur la recherche, le rapport annuel sur la consommation de l'information dans le monde. Et l'un des thèmes principaux de ce rapport cette année était l'évitement de l'information et la fatigue informationnelle. Donc, je vais vous parler un petit peu de cet événement informationnel et ce qu'on peut faire pour lutter contre cet évitement. Donc, notre rapport repose sur une enquête annuelle, vous pouvez voir, qui touche 46 marchés sur 6 continents. Notre enquête est publiée chaque année, en début d'année, et repose sur un échantillon représentatif comprenant notamment la France. Donc, l'un des avantages de conduire ce type d'enquête chaque année est que l'on peut vraiment suivre les évolutions structurelles. Nous avons conduit cette enquête depuis 10 ans à présent, et lorsque l'on regarde la situation aux États-Unis, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un déclin des médias traditionnels. Ainsi, les médias traditionnels sont passés de 72% à 48% entre 2013 et 2022. Vous voyez que la radio, la presse écrite ont chuté. Vous pouvez voir une augmentation des réseaux sociaux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la consommation de l'information en ligne est plus ou moins stable. Donc, les médias traditionnels chutent, mais les médias en ligne n'arrivent pas à compenser cette chute. Et une des raisons qui explique ces situations est que les jeunes, où il y a une plus forte proportion de la population qui ne consomme aucune information, que ce soit en ligne, sur la télévision, par radio, en presse écrite. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment de plus en plus déconnectées de l'information. Et il s'agit en grande partie des plus jeunes et des personnes les moins éduquées. On peut voir que la situation est assez similaire en France. Vous voyez donc une situation similaire, la télévision chute, la radio, la presse écrite également, et la consommation en ligne ne compense pas la situation. Et le pourcentage de personnes qui disent n'avoir aucun accès aux informations est passé de 1% à 8%. Donc on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui n'ont aucun contact avec les informations. Et il y a un autre groupe de personnes que nous avons identifiées avec ce rapport qui consomment certes des informations, mais qui évitent de manière sélectionnée certaines informations. Donc pas l'ensemble des informations, mais décident de ne pas consommer certaines informations. En France, à peu près un tiers de notre échantillon
a déclaré éviter de manière délibérée, soit régulièrement, soit de temps en temps, ce qui est passé de 9% en 2017 à 36% de 29% en 2017. Et pourquoi 49% disent qu'il y a trop de politique, trop d'articles longs sur des situations qui durent dans le temps, comme la Covid-19, la guerre en Ukraine. Donc ce sont des raisons pour lesquelles les personnes se détournent des informations. Autre raison, l'impact négatif des informations sur leur état d'esprit. Les informations les dépriment, tout simplement. Donc, peut-être qu'il faut se poser des questions sur les produits que nous produisons qui conduisent à des dépressions. Donc voici ici quelques exemples des commentaires que nous avons pu recevoir de personnes ayant participé à notre enquête. Par exemple, ici, quelqu'un qui dit « éviter activement les informations parce que cela les fait sentir insignifiants, n'ont pas l'impression que leurs opinions changent les choses ». Une autre personne explique que les informations peuvent déclencher des crises d'angoisse et que donc avoir accès à trop d'informations peut rendre la vie difficile au quotidien. Autre raison sur laquelle l'industrie des informations peut agir, les informations sont un peu trop compliquées à suivre ou à comprendre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les plus jeunes générations, vous pouvez voir ici en orange, les personnes de moins de 35 ans disent qu'ils sont bien plus... ils ont une plus grande probabilité de dire que les informations sont trop difficiles à comprendre et à suivre. Donc, les plus jeunes ont accès à l'information via les réseaux sociaux. Et donc, peut-être qu'ils ne suivent pas les affaires depuis le tout début, mais peut-être qu'ils les prennent en cours de route, ce qui rend la compréhension de la situation un peu plus compliquée. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel l'industrie de l'information peut travailler. Autre point intéressant, sur une enquête de 2019, il y a un écart entre les informations, les scoops, les choses que les personnes veulent avoir pour pouvoir suivre l'état du monde et ensuite les informations qui leur permettent de comprendre la situation. Donc, seuls 51% des personnes qui ont participé à l'enquête affirment que les informations leur permettent vraiment de comprendre le monde. Et donc, il y a vraiment des attentes que l'on pourrait auxquelles on pourrait répondre grâce à une approche de l'information qui serait plus claire à comprendre. Et donc, maintenant, je vais vous parler de ce que les éditeurs peuvent faire pour pallier à ce problème d'évitement informationnel. Donc les données que nous avons obtenues cette année a donné naissance à une discussion sur ce que l'on peut faire par rapport à cet évitement. Donc, Amanda Ripley, par exemple, au Washington Post, a écrit un article très intéressant sur la façon dont nous pourrions régler certains de ces problèmes. Et elle a déclaré que l'une des choses sur lesquelles il faut travailler absolument, c'est tout simplement le fait que si nos articles sont déprimants, peut-être qu'il faut un peu réfléchir à la façon dont nous les rendons accessibles. Peut-être qu'au lieu de vraiment de submerger les personnes avec des informations, il faudrait peut-être penser à écrire des articles qui soient plus pertinents pour les personnes qui les consomment. Donc, premièrement, on peut écrire des articles qui sont plus porteurs d'espoir, peut-être des histoires inspirantes, personnelles, qui ne soient pas déprimantes. Deuxièmement, vraiment donner l'impression aux personnes qui lisent qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent vraiment changer la donne, donc peut-être y ajouter des liens, des informations qui peuvent ensuite les aider au quotidien. Et troisièmement, la question de la dignité. Donc même lorsque l'on couvre des situations compliquées comme l'Ukraine aujourd'hui, il faut peut-être faire preuve de plus d'empathie en tant que journaliste. Plutôt que de se détacher du sujet que l'on traite, il faut peut-être être plus engagé avec les sujets que l'on couvre. Voilà certaines de ces idées. Il y a de plus en plus de médias qui ne se concentrent pas sur les scoops, mais plutôt vraiment sur des articles de fond. Par exemple, Tortoise Media, une start-up en ligne du Royaume-Uni, qui se concentre
concentre sur 5 à 6 éléments clés qui seront essentiels dans le siècle à venir. Et donc, ils ont un modèle commercial de souscription. Ensuite, un journalisme qui repose sur des offres de solutions, un journalisme constructif, donc un journalisme qui ne se concentre pas seulement sur les problèmes, mais également les solutions que l'on pourrait apporter à ces problèmes identifiés. Donc, nous avons à présent un institut du journalisme constructif à Bonn, ainsi qu'au Danemark. C'est vraiment une idée qui est en train de gagner du terrain en Europe. Et enfin, peut-être se concentrer sur des sujets plus divers, donc c'est-à-dire ne pas se concentrer simplement sur l'Ukraine, par exemple, aujourd'hui. Et le Huffington Post, par exemple, a revu le fonctionnement de sa rédaction pour se concentrer sur des articles qui peuvent être intéressants pour le groupe le plus jeune de ses lecteurs, en se concentrant par exemple sur la façon dont les personnes LGBTI+ vivent. Ensuite, lorsque vous demandez aux lecteurs qu'est-ce qui les intéresse, vous voyez qu'il y a un écart entre les plus jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes, en orange, sont moins intéressés par les informations internationales. Mais ils sont tout de même intéressés par certains sujets comme la justice sociale, les droits des personnes LGBTQI+, les informations touchant à la santé mentale, au bien-être. Donc peut-être qu'il faut regarder quels sujets nous traitons et ne pas se concentrer que sur des sujets que nous avons toujours couverts dans les médias. Ensuite, du journalisme qui se concentre sur l'explication. C'est peut-être quelque chose qu'il faut explorer, par exemple pour le coronavirus, ne pas simplement décrire la situation, mais expliquer comment les choses peuvent se dérouler. Par exemple, si vous pouvez utiliser des graphiques qui sont très visuels, utiliser des moyens visuels qui permettent de raconter les histoires de manière plus claire et répondre aux questions que nos lecteurs peuvent avoir, par exemple par un format vidéo. Le Washington Post, par exemple, s'y prête, et en bas à droite, vous voyez des podcasts qui ont été très utiles et très écoutés pendant le coronavirus pour expliquer la situation. Donc ce type de journalisme qui vraiment cherche à donner les clés pour comprendre est une bonne piste. Donc, le type de sujet, c'est intéressant, mais également les formats, peut-être essayer de raconter une histoire de manière un peu différente. Ici, une start-up qui s'appelle le News Movement crée des formats qui sont adaptés qu'aux réseaux sociaux. Vous avez 5 différents écrans, différentes slides qui peuvent essayer de donner aux lecteurs les informations clés de la journée. Et vous pouvez cliquer sur chacune de ces images. Normalement, vous pouvez cliquer. Bon, c'est normalement accessible pour tout le monde, mais visiblement pas pour moi aujourd'hui. We also have the news movement trying to challenge stereotypes. Le News Movement essaye également de lutter contre les stéréotypes et d'expliquer l'actualité. Donc ce type de format fonctionne bien pour les plus jeunes, mais également les personnes un peu plus âgées. Et bien sûr, les journalistes ne sont pas les seuls à tenter de créer de nouveaux formats, de nouvelles actualités. Voilà ici une créatrice de contenu qui est une scientifique spécialisée dans le domaine de la durabilité et qui essaye un peu de nouvelles choses. Et par exemple, une vidéo où en 30 secondes, elle partage des informations très positives sur le climat. A French startup has developed an enzyme that can break down polyester in clothing, and major brands like Patagonia and Puma have signed agreements with them to recycle their clothing. California just passed a law banning the new sale of diesel and gasoline vehicles by 2035, and it also forces automakers to ramp up production of EVs. France just passed a law requiring all new commercial buildings to have either plants or solar panels on the roof in an effort to reduce emissions, reduce energy costs, and the urban heat island effect. And researchers at the University of New South Wales have proven that Australia can go 100% renewable with little energy storage.
Want more good climate news? Subscribe to my new newsletter, Pathfinder, uplifting climate stories that I've developed with Peak Action. So, good news stories, positive news Donc voilà, stories. des informations, des histoires positives. One of the quotes on the side of the Et l'une TikTok feed there des is, I think you've saved my mental citations state. ici, I was so vous taken pouvez by voir, je pense climate que vous avez doom vraiment that you give me sauvé. hope. So J'étais this is really complètement resonating with a lot of young déprimée people. par les nouvelles So just touchant finally au climat et vous m'avez to donné finish, de just a l'espoir. few takeaways. Donc voilà, quelques messages clés peut-être what we pour find finir ma présentation. in the report. So we find growing news Donc, connection, il y a de selective plus en plus avoidance is de growing, déconnexion particularly younger people are affected by this. avec Explanatory l'information, journalism can help, un évitement particularly sélectif with qui est younger croissant, audiences, but also with le older journalisme audiences, qui cherche à expliquer l'état to des help choses pourrait contextualize the news. aider. Il faudrait peut-être A couvrir broader des agenda. sujets So plus many larges qui ne companies touchent really pas trying to simplement move la out just politique. beyond politics and Ukraine to look at different sort of sets of Donc stories. ne pas se concentrer simplement Providing sur hope, l'Ukraine par exemple, along mais with offrir the d'autres gloom, histoires, so essayer inspirational d'apporter stories, des histoires, and also couvrir des news histoires that qui peuvent apporter is de kind of l'espoir genuinely useful, et news des that you can informations, use, une actualité qui puisse that's être more relevant utile, and gives people more control une over actualité their qui lives. soit plus pertinente et qui So, offre that's aux the problem of news lecteurs avoidance. la Hopefully some possibilité solutions there as well, not just de problems. reprendre le contrôle de leur vie. Voilà And if you donc wanna le know problème more, de l'évitement then, informationnel. we have, Si vous avez a lot besoin, more si vous detail souhaitez in avoir our plus Reuters d'informations, Institute News vous pouvez Report. bien sûr avoir accès à notre rapport Digital News Report. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet Thank you very much. digitalnewsreport.org/2022. Je vous remercie. Après cette passionnante introduction de Nick Newman du Reuters Institute, on va continuer à s'intéresser à cette fatigue, mais cette fatigue informationnelle, mais sous un angle pas seulement, enfin, je veux dire, sur l'angle de la distance, tout simplement. Je vais d'abord vous présenter à Nikki Usher. Bonjour. Nikki Usher est professeure associée à l'université de San Diego, en Californie. Elle travaille sur les changements d'habitude dans l'univers de l'information, essentiellement aux États-Unis. Elle est l'auteure de 3 livres. Le dernier en date, qui s'appelle News for the Rich, White and Blue, analyse, commente et explique formidablement bien comment la distance et l'argent ont tordu, d'une certaine manière, le journalisme aux États-Unis. Arnaud Esqueré, bonjour à vous. Sociologue, directeur de recherche au CNRS et à l'IRIS, auteur de nombreux ouvrages, et vous avez publié notamment un ouvrage dont on va parler avec Luc Boltanski, une étude passionnante qui s'appelle « Qu'est-ce que l'actualité politique ?» Et enfin, Antoine Baillet, que vous connaissez tous à Média en Scène, et qui est l'un de nos grands animateurs et fil rouge ici, mais qui est surtout directeur éditorial de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, ancien rédacteur en chef de plusieurs grands médias, notamment européens, et puis au-dessus ici à France Info. Et Antoine, vous avez publié cette année un ouvrage terrifiant, pour moi en tout cas, mais passionnant, qui s'appelle « Voyage au pays de la dark information ». Bonjour Lucas. Bonjour à tous les trois. Donc, dans votre livre, Nikki Usher, vous avez longuement enquêté sur la distance qui s'est creusée dans la presse américaine. Quand je parle de distance, c'est vraiment de la distance physique, géographique. Votre enquête s'ouvre sur ce moment très particulier de la vie américaine où les grands journaux, type le Washington Post ou le New York Times, n'avaient tout simplement pas mesuré, vous le savez bien, l'ampleur du phénomène Trump, ni son élection, et peut-être d'ailleurs que c'est en train de revenir et de recommencer. Vous l'expliquez notamment par le fait que la presse nationale s'écrit dans les grandes villes, à Washington, à New York, à Los Angeles, où la réalité n'est plus la même qu'aux États-Unis. Alors je devrais commencer par vous raconter une anecdote. C'était hier. Je connais une journaliste à Paris. Et la journaliste que je connaissais connaît une autre journaliste. Et je pense que ça montre bien l'ampleur du problème, puisque nous sommes dans un monde très insulaire. Le secteur de l'information est très fermé. Les journalistes doivent être toujours les plus intelligents, les meilleurs, mais finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une stratégie de groupe. On a des personnes qui viennent plus ou moins du même milieu, qui ont plus ou moins la même perspective et qui ont ce pouvoir de créer l'image du monde et ensuite de l'offrir au reste du monde. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une inadéquation entre leur réalité et la réalité.
Et c'est là qu'il y a un problème de confiance qui se crée ensuite. Donc, bien sûr, il y a une question de géographie, avec d'un côté les grandes villes contre l'Amérique rurale. C'est aussi une question d'éducation, une question de classe sociale, de race également, de genre. Et lorsque vous avez une majorité de décisions, lorsqu'il s'agit effectivement de décider qu'est-ce qu'il nous faut couvrir, quels sont les éléments importants, lorsque ces décisions sont prises par des personnes blanches, qui sont toutes allées à la Sorbonne ou à Sciences Po, eh bien forcément, on a une compréhension biaisée de ce que les gens souhaitent apprendre et ce dont ils ont besoin de savoir, etc. Et donc il y a une certaine suspicion qui se crée au sein de la population. Par ailleurs, il y a aussi un aspect économique à cela, puisque l'incitation au changement n'existe pas véritablement pour les différents médias, puisque les personnes qui vont pouvoir générer de l'argent, ce sont des personnes qui ressemblent exactement à eux. Donc il s'agit de voir comment est-ce que l'on peut résoudre ce problème. Et finalement, eh bien, ça demande une conversation. On va en parler. Je continue le tour de table. Arnaud Esquerré, donc je disais tout à l'heure, vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'IRIS, sociologue. Parmi les sujets que vous avez étudiés récemment, il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui des commentaires publiés ou non, ou refusés sur le site du journal Le Monde, que vous avez étudié sur une période de 2 ou 3 mois, je crois, et que vous avez pu y dessiner une sorte de portrait robot du lecteur critique d'une institution telle que Le Monde est aujourd'hui, mais qui n'était pas forcément celui que vous attendiez en commençant ce travail. Oui, donc on a travaillé, Luc Boltanski et moi, en se demandant, au fond, alors non pas sur la distance, mais sur la question du rapprochement, c'est-à-dire du lien entre les lecteurs et les lectrices et les médias, donc en particulier ce média qui est Le Monde, journal de référence, et en se demandant au fond comment les lecteurs et les lectrices discutent tout simplement de l'actualité politique. Et on a étudié ces commentaires sur 2 mois, septembre et octobre 2019, qui sont intéressants parce que c'est des mois dans lesquels il y a évidemment toute une série d'événements, mais il n'y a pas un événement qui domine plus que les autres et qui écrase les autres événements. Il n'y a pas de présidentielle, d'élection majeure en cours. Voilà. Ou la pandémie. Et nous, on est parti avec l'idée répandue que justement qu'il y avait les fake news, que le problème c'était au fond que les gens étaient manipulés par l'information. Et ce qui nous est apparu, alors pour ce type de lectorat, mais on a travaillé aussi sur d'autres commentaires en ligne sur Ina Société, que mon collègue à côté connaît bien, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Ce qui est apparu, c'était, si vous voulez, que les gens ne contestaient pas les faits qui étaient délivrés par les journalistes, mais par contre, ils discutaient l'interprétation qui en était livrée par les journalistes. C'est-à-dire, ils disaient ça, en fait, c'est mal interprété et je pense qu'il faut l'interpréter différemment. Ils ne le disaient pas sous cette forme, c'est-à-dire ils le disaient directement avec l'événement en question. Et évidemment, une autre caractéristique, c'est que là, quand on est lecteur ou lectrice, on se met en position un peu d'infériorité puisqu'on n'a pas accès à l'enquête que les journalistes font. Et très souvent, en fait, on contourne cette position en utilisant l'ironie. C'est ce qui nous a beaucoup frappé, en fait, c'est l'usage de l'ironie dans les commentaires, parce que l'ironie, en fait, permet d'inverser le rapport et de se mettre au-dessus du journaliste en disant, en fait, il n'a rien compris à ce qui nous délivre comme information sur tel événement, et c'est ça la bonne interprétation. L'autre élément, si vous voulez, c'est que, et qui va un peu à nuancer, je dois dire, ce qu'on dit en général, c'est qu'au fond, ce qui ressort, c'est l'extraordinaire capacité critique de chacune et chacun. C'est-à-dire que les lectrices et les lecteurs d'un journal comme Le Monde, alors c'est un public avec un certain type de profil socio-professionnel, évidemment, sur lequel on peut revenir, mais sur les commentaires en ligne de l'INA,
on trouve aussi en fait une grande diversité, c'est-à-dire les gens suivent une ligne et il y a une infinie diversité des types d'interprétations possibles. On va aller un peu plus loin avec Antoine Bayet. Vous aviez, je le disais tout à l'heure, publié cette année, il y a quelques mois, un livre passionnant, Voyage au pays de la dark information, dans le monde de celles et ceux dont l'objectif, on pourrait dire, est de nous réinformer. On a tous entendu parler de la réinformation, qui vient d'ailleurs, un concept qui vient, merci Niki, beaucoup des États-Unis, mais qui s'est imposé aussi ici, c'est-à-dire de proposer une vérité, des vérités alternatives. Ce que vous avez découvert, Antoine, va en fait bien au-delà de vos craintes et bien au-delà de ce que... je le reconnais volontiers, j'imaginais aussi, c'est-à-dire je n'imaginais pas la puissance de ce monde parallèle. Effectivement, j'ai choisi de partir dans cette galaxie que j'ai choisi d'appeler Dark Information. La Dark Information est à l'information ce que le Canada Dry est à l'alcool. Ça a le goût d'eux, ça a la saveur d'eux, mais ce n'est pas tout à fait de l'information. Et donc, en fait, moi, je suis effectivement parti rencontrer... j'ai tenté ce terme parce que je ne me reconnaissais pas tout à fait dans ces termes de fausses infos, fake news, etc. Et puis aussi par une motivation de journaliste, je souhaitais aller rencontrer ces personnes qu'on voit parfois sous les commentaires des articles où, vous savez, votre oncle qui sur WhatsApp vous envoie votre oncle, votre tante, qui vous envoie une information un petit peu douteuse. Et en fait, en allant là-dedans, moi, ce que je suis allé rencontrer, c'est une galerie de portraits, parce que c'est très humble, ce que je cherche à raconter. Ce n'est pas l'entièreté du système de la réinformation, mais effectivement, je suis allé rencontrer des personnes avec lesquelles on n'est pas à l'aise au départ comme journaliste. Mais que vous avez parfois trouvé très sympathique, par ailleurs. Et sur lesquelles j'ai fait preuve de l'empathie j'ai essayé de pratiquer cette empathie la plus forte, qui doit aussi nous caractériser quand on rencontre des personnes qui ont un univers de pensée qui nous est totalement étranger au départ. Et donc voilà, je me suis retrouvé à passer 12 heures dans une voiture entre Valence et Lyon avec quelqu'un qui s'appelle Serge Petit-Demange, qui est persuadé qu'il n'y a plus de constitution en France depuis un décret de Manuel Valls, qui fait des millions de vues qui a fait des millions de vues sur ses dispositifs, sur ses chaînes YouTube. Et en fait, de tout ça, je me suis interrogé sur les différentes motivations qu'il peut y avoir chez ces personnes. Et ces motivations, elles vont prendre plusieurs traits. Il peut y avoir des questions politiques, évidemment, des personnes qui vont avoir des agendas politiques à pousser et qui vont lire le monde, qui vont lire l'information selon une grille politique. Il y a des personnes qui vont avoir des motivations économiques, tout simplement. Cette fausse information peut rapporter de l'argent. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont tout simplement des questions personnelles, des formes de revanche à prendre à certains moments. Comme journaliste, je dois dire que je prends aussi ma part là-dedans. Certaines personnes décrochent de l'information parce que ce que l'on produit est devenu, comme le dit Niki, on en est éloigné de ces personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais justement, alors, Antoine, je poursuis avec vous et avec Arnaud. Est-ce que la crise du Covid, la crise sanitaire que nous avons traversée tous, a accentué un phénomène qui préexistait déjà? C'est-à-dire qu'on a pu avoir l'impression que la crise du Covid faisait apparaître tout d'un coup des mécanismes de réinformation, en fait, qui étaient déjà présents. Mais est-ce que je me trompe en pensant que ça a été un accélérateur d'une puissance inouïe? Il y a les deux qui se sont passés pendant la crise du Covid. Lucas, vous étiez chez France Info à l'époque. Je pense que le nombre d'auditeurs de France Info lors de la crise du Covid n'a jamais été aussi élevé. On n'a jamais fait autant d'audience sur les sites d'ailleurs, la plupart des sites d'information français. Oui. Le JT de 20h est un moment qui a connu une explosion de l'audience à ce moment-là. En même temps, effectivement, certains phénomènes se sont accélérés. Et en fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une dualité dans l'audience. La même personne qui va regarder le JT de 20h peut tout aussi bien, à un autre moment, se retrouver dans un lieu numérique un peu parallèle, qui va être
une boucle Telegram de désinformation. Donc on peut être à la fois, Arnaud, dans l'information et dans la désinformation. D'un point de vue sociologique, ça ne pose pas enfin, c'est pas évident comme ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme tout ce qui sont des phénomènes par exemple pour l'astrologie sur lesquels j'ai travaillé. C'est pas parce que en fait la prédiction est fausse qu'elle vous intéresse pas. En fait, il y a quelque chose qui capte l'attention. Il faut que la force du récit soit suffisante pour capter l'attention. Je voudrais apporter une nuance, c'est que après l'élection de 2017, on a voté en France une loi pour lutter contre la manipulation de l'information dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Or, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on n'a pas eu besoin d'appliquer cette loi pendant la campagne de 2022. Et si vous voulez, il n'y a pas eu ces campagnes de désinformation qu'on craignait très en amont. On pensait en fait, à la suite de l'élection de Donald Trump, que cette campagne allait être extrêmement envahie par des informations. Compris par des agences étrangères. Par des agences étrangères. Et cette loi avait été votée dans cette perspective. Et en réalité, elle n'a pas du tout été mise en place. Enfin, appliqué, je veux dire. Il n'y a pas eu Parce de qu'il n'y a pas cas. eu besoin de le faire. Oui, il n'y a pas eu besoin de le faire. Donc, j'entends tout à fait ce que vous dites, mais C'était juste une question. Moi, mais je veux aussi... il faut souligner, en fait, cette part d'inquiétude par rapport aux faits qui se sont produits. Nikki Usher, est-ce que ce que vous avez décrit dans votre livre et récemment, est-ce que l'élection de Donald Trump, la crise sanitaire aussi aux États-Unis, qui ont montré ce que vous aviez déjà, ce sur quoi vous aviez enquêté depuis plusieurs années, est-ce que la presse américaine, pour parler un peu des perspectives, est-ce que les grands médias classiques américains ont engagé des changements profonds dans leur manière de travailler pour éviter que ce genre de choses se reproduisent ? Alors les États-Unis sont très différents en ce qui concerne notre capacité à faire adopter des lois, notamment une loi contre les fake news. Ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se produire aux États-Unis. Si on reprend le Covid, ou les dernières élections, par exemple, ce que l'on peut voir, c'est que les choses sont en train de s'aggraver. C'est essentiellement parce que même les personnes qui sont plus progressistes, qui croient la vérité, ont aussi cette méfiance envers les données institutionnelles. Si vous prenez par exemple le CDC, le Centre de lutte contre les maladies, avant, on allait simplement appliquer les recommandations du CDC, mais sous Trump, eh bien, c'est devenu une question politique. Ce que le Covid a fait, eh bien, c'est qu'on a remis en question la manière dont on croyait les informations. Les informations sont devenues des informations politiques. Il y avait déjà la moitié des informations des Américains qui considéraient que c'était déjà le cas. Mais le problème, c'est que l'autre moitié qui auparavant faisait confiance aux institutions, aujourd'hui, eh bien, ont tendance à avoir une certaine méfiance envers ces mêmes institutions. Donc moi, je suis très inquiète. Est-ce que dans les rédactions, dans ces grandes rédactions nationales, est-ce qu'il y a eu des mesures, bien compris qu'il n'y a pas de loi là-dessus aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a des mesures en interne qui ont pu être prises à la suite de ces événements qu'on peut être l'élection de Trump ou j'allais dire la première, parce que maintenant on attend la seconde, ou on craint la seconde, mais l'élection de Trump et le Covid, est-ce que des mesures ont été prises pour travailler, pour réduire, parce que votre ouvrage est très intéressant sur la distance géographique, le fait que l'information est produite dans des lieux qui ne sont pas concernés par ces crises, ou très peu, par ces crises sanitaires, sociales. Est-ce que des mesures ont été prises ? Bien, je pense que les agences, les médias, les plus grands médias en tout cas, n'ont pas vraiment changé leurs habitudes. Et au contraire, je pense qu'eux-mêmes considèrent que ce sont vraiment eux les gardiens de l'objectivité. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez problématique.
On ne sait pas vraiment ce qui se passe, notamment dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Et je pense qu'il y a une vraie distanciation entre ce qui est dit dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Lorsque, par exemple, Twitter se sépare des personnes qui vont vérifier des informations sur son réseau, eh bien, les médias traditionnels peuvent faire tout leur possible pour préserver l'objectivité des informations. Si rien ne se fait sur les réseaux sociaux, eh bien, dans ce cas-là, il peut y avoir une vraie difficulté et ça peut même empirer la situation. Arnaud Esquerré, j'imagine que vous avez des questions. Juste encore une dernière question avant que vous puissiez poser les vôtres. Est-ce qu'on assiste aussi en France à ce que décrit Niki, cet éloignement géographique entre la production de l'information et la réception de l'information? Et donc, est-ce que cet éloignement géographique, cette distance physique, crée une défiance ? Je dirais que, au fond, si vous voulez, ce n'est pas seulement un problème des journalistes, mais je dirais aussi des sociologues, qui est qu'il y a une partie de la société qui est moins étudiée. Et cette partie de la société, on l'a découverte au moment enfin, en tout cas, elle a été appelée à notre attention au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est, on va dire, les classes moyennes, en fait. Parce qu'on étudie le haut de la société, on étudie le bas de la société et en fait le milieu de la société qui est très important. Plus important d'ailleurs, oui. Il est bizarrement, sous les radars d'une certaine manière parce que et donc je pense en fait que c'est plutôt pas seulement une question. Donc ça pose évidemment des questions géographiques au sens où dans une ville comme Paris vous allez moins trouver cet ensemble. Mais c'est donc un mélange, je dirais, à la fois de géographie et d'espace de classe sociale en quelque sorte, et pour dire simple, une catégorie, disons les classes moyennes sont moins étudiées, que ce soit ou moins vues, que ce soit par les journalistes ou que ce soit pas aussi par les sociologues, les universitaires. Antoine Baillet, vous racontez cette scène assez fascinante et qui témoigne aussi justement de ce que Arnaud est en train d'expliquer. Je ne sais plus le nom de cette personne que vous avez rencontrée qui décide qu'il va destituer Macron, tout simplement. Mais qui, en fait, ça peut paraître marrant à raconter comme ça, avec justement cette distance géographique, sauf qu'en fait, ce que vous racontez très bien, c'est que pour lui, c'est quelque chose de... Enfin, il va le faire, évidemment, il ne va pas y arriver, sinon on l'aurait su, mais il le fait d'une manière extrêmement sincère, simple, évidente et convaincue que ça va marcher. C'est la personne dont je parlais c'est le même, tout à pardon, l'heure. Oui. Voilà, je ne vais pas forcément le reciter. Non, c'est pas. Et puis c'est pas pour le pointer lui-même du tout. C'est au contraire à vos chaînes, à ces chaînes, et c'est évidemment quelque chose qui est absolument au cœur de la démarche de ces personnes qui vont du coup se donner. Alors explicitement, ils ne se donnent pas cette mission de réinformer. Simplement, ils se saisissent de ce que permet la désintermédiation de l'information pour s'insérer dedans et devenir eux-mêmes, c'est ce petit fantasme de devenir soi-même son rédacteur en chef. Il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France qu'il y a de Français. Je pense qu'il peut y avoir autant de personnes qui pourraient avoir envie d'être leur rédactrice en chef ou leur rédacteur en chef qu'il y a de Français. Et absolument sur cette sincérité. Alors je ne l'ai pas suivi quand il a tenté d'aller destituer Macron, mais je l'ai suivi sonner au siège d'Interpol parce qu'il souhaitait aller dénoncer un complot à Lyon et il était absolument sincère et persuadé qu'il allait être reçu au siège d'Interpol en sonnant, en se présentant. Voilà, donc voilà le genre de scène que j'ai pu vivre dans l'écriture de cet ouvrage. Est-ce qu'il y a des questions Oui, monsieur. Je pense notamment à BFM TV qui avait dit qu'ils avaient fait en sorte de suivre les recommandations gouvernementales sans se poser de questions. Et donc, du coup, ça avait... je pense que les gens... le manque de regard critique de ces médias-là les auront... Donc, votre question, c'est est-ce que le fait que les médias ne se soient pas excusés à la fin de la crise sanitaire n'a pas accentué la défiance ? Oui, parce que sur beaucoup de sujets, notamment les masques, et puis dans une moindre mesure les vaccins, ils ont suivi les recommandations du gouvernement sans sourciller. Ce qui, sur le moment, nous paraissait normal, mais a posteriori,
on se dit qu'ils auraient pu ensuite nous expliquer un peu mieux l'expliquer, oui. Vous voulez dire ou Quand ils nous ont dit qu'on allait aller mieux si on buvait notre café assis, je pense qu'on est quand même beaucoup à se retourner sur cette période en se demandant ce qui s'est passé, quoi. Arnaud, vous voulez... Antoine ? C'est moi qui... C'est une question très difficile, la question de la responsabilité des journalistes et la question de la manière dont on porte parfois la capacité à faire un mea culpa. Je serais très humble là-dessus. C'est une question qui... Je peux simplement vous dire que c'est une question qui traverse chaque journaliste. Je pense aussi qu'à certains moments, il y a des démarches assumées de la part de rédaction. Je pense très sincèrement que ce que vous pointez sur la chaîne que vous avez pu citer est aussi quelque chose sur lequel eux-mêmes ont assumé aussi le rôle qui était le leur à ce moment-là en tant que média. Alors peut-être qu'à posteriori, ça nous fait sourire, et en même temps, on a aussi une responsabilité dans ces moments-là comme média. Donc c'est une question très, très difficile, celle que vous posez. Niki, vous vouliez répondre ? Je pense que rien ne pouvait vraiment indiquer la différence qu'il y a entre les médias de New York qui s'adressent à l'élite et le reste du pays. En tout cas, je pense que le Covid l'a particulièrement révélé. À New York, c'était un vrai traumatisme. Si vous allez aujourd'hui à New York, vous allez voir que New York n'est plus la ville que l'on connaissait, que l'on adorait, que l'on imaginait. Mais pour ce qui est du reste du pays, eh bien, le reste du pays, lui, ne partage pas le même traumatisme que New York. Et donc, lorsque l'on voit ces messages qui nous invitent à être prudents, qu'il faut garder notre masque, notamment si vous vous adressez à l'Amérique rurale, où vous allez avoir juste un restaurant dans toute la ville, et que si vous fermez ce restaurant, eh bien, il va y avoir des personnes qui vont perdre leur emploi, il n'y a plus d'endroit où se rassembler. On perd notamment sur les impôts aussi. Et on a l'impression, effectivement, on fait passer ces gens-là qui veulent aller au restaurant pour des personnes idiotes qui prennent des risques et qui vont mourir. Donc pour moi, il y a un manque de perspective, il y a un manque de compréhension des différentes géographies, des différentes expériences de chacun face au Covid. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'excuser. Et malheureusement, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Vous avez une autre question, monsieur ? Oui, bonjour à tous. Pour reprendre le thème de la conférence, donc c'est les médias scoopent-ils de la réalité. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez les uns et les autres du fait du lien très fort qu'il y a eu ces dernières années entre les journalistes et Twitter, c'est-à-dire le fait que les journalistes s'abreuvent à Twitter, voient la réalité beaucoup par le prisme de Twitter. Est-ce que l'usage immodéré de ce réseau social-là, ça n'a pas contribué à les couper de la réalité, et en mettant l'accent sur des polémiques jetables qui montaient beaucoup sur Twitter parce que c'était une sociologie particulière, et puis de deux, en enfermant les journalistes dans une vision qui est propre à une sociologie très CSP+, très connectée, qui est la sociologie de Twitter, mais qui est évidemment pas la sociologie du monde réel. Question sociologique, réponse du sociologue. Oui, non, vous avez raison à propos de Twitter sur le fait que les polémiques focalisent l'attention, en fait, alors que elles sont pas forcément, et elles sont créées pour focaliser cette attention. Donc, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, et peut-être qu'il faudra voir sur Mastodonte désormais comment ça se passe. Antoine, grand usager de Twitter et grand connaisseur de Twitter. Pire que ça. Moi, j'ai également la chance d'assurer des enseignements en école de journalisme. Je confesse sans aucun problème avoir aussi enseigné l'usage de Twitter, qui est ambivalent, profondément ambivalent. Vous avez raison en tout point sur ce que vous explicitez. Je dois aussi dire que ça reste la possibilité pendant longtemps, ça a été aussi la possibilité de trouver des informations. Je pense que ça continue à l'être. La question, elle n'est pas forcément celle de l'outil en tant que tel, elle est celle de la distance qu'on réussit à mettre ou pas avec l'outil. Je suis bien heureux de ne plus avoir ce type d'enseignement à assurer, parce que je peux vous dire que je ne sais pas ce que je recommanderais aujourd'hui, si ce n'est d'avoir et de pratiquer de la distance, évidemment, avec un outil, et de le considérer comme tel, avec ce qu'il peut apporter, et avec évidemment ses limites les plus absolues.
Une toute dernière petite question à Niki Usher, je profite de sa présence sur ce qui se passe avec Twitter justement en ce moment pour répondre aussi à votre question, monsieur. La réouverture d'un certain nombre de comptes, dont celui de Donald Trump, mais pas seulement, va-t-elle modifier là aussi, remodifier l'aspect de Twitter? Est-ce que c'est la fin de Twitter? Est-ce que c'est le début d'autre chose? J'en ai aucune idée. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a finalement les deux visages de la Silicon Valley. D'un côté, on a les libertaires, la liberté d'expression absolue. Et de l'autre côté, eh bien, on a aussi cet aspect que la liberté d'expression n'est pas forcément toujours très bonne pour la démocratie. Et donc, il s'agit de voir ce qu'il adviendra de cette plateforme. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des aspects très spécifiques à Twitter. Mais aux États-Unis, on utilise aussi beaucoup YouTube, Facebook. Et alors, nous, en tout cas, on utilise Facebook et YouTube, alors que les jeunes, eux, utilisent TikTok. Merci beaucoup. On doit s'arrêter maintenant pour laisser la place aux autres tables rondes pilotées par mon ami et camarade Antoine Bayet. Merci infiniment Niki Usher, Arnaud Esquerré et Antoine Bayet d'avoir participé à cette table ronde matinale. Voilà, on peut les applaudir. Merci infiniment à vous trois.